Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire, alias Majeur Mouvement. Greg, c'est une motivation sans limite et un état d'esprit contagieux. Kinésithérapeute et créateur de contenu suivi par près de 2,5 millions de personnes sur les réseaux, il nous parle sans détour de la réalité de la vie. Non, mon métier de kiné m'a appris une chose, des casseroles on en a tous. Il n'y a personne qui arrive à 25 ans, 30 ans, complètement épargné par la vie en disant non, moi rien, l'enfance c'était ok, l'éducation c'était ok, les parents c'était ok, les frères et sœurs c'était ok, les relations machin, non. Tout le monde a des casseroles. Cette interview est l'occasion de revenir sur les débuts de Grégoire dans la création de contenu, un domaine ultra concurrentiel. Et je suis sûr que ça te parlera. Comment lancer un projet et se démarquer. Comment prendre du recul sur ce qu'on souhaite vraiment créer. Il y a Squeezie un jour qui avait dit un truc et je le rejoins à 100%. Dans nos domaines où il y a tellement de trucs nouveaux, il suffit pas d'être le meilleur, bien souvent il suffit d'être le premier. Grégoire partage aussi sa vision du prix de la volonté. Peut-on vraiment tout accomplir ? C'est dramatique ce que je vais dire, mais il y a un paradoxe sur lequel je n'ai pas encore trouvé de point final. C'est que quand vous vous lancez, il faut être suffisamment fou pour croire en vous-même là où personne d'autre ne croit, mais il faut être suffisamment lucide pour se dire en fait j'ai la capacité de le faire et ce que je fais a une vraie valeur qui peut aider les gens. Greg raconte sa vie à 100 à l'heure, ses 1000 projets, mais aussi ses moments de trop-plein où une pause a été essentielle pour sa santé. Quand j'étais à Bali en pleine reconstruction, il y a des moments où je me réveillais le matin et juste je regardais la nature et je chialais comme une madeleine parce que j'avais pas la moindre foutue idée dans quelle direction j'allais aller. Greg, c'est ce grand frère, ce couteau suisse qu'on aimerait avoir à ses côtés. Sa bonne humeur, sa sincérité et sa vulnérabilité vont t'inspirer à entreprendre, à te lancer sur ce projet qui te fait rêver, tout en gardant l'honnêteté de te remettre en question. Cette interview est l'occasion de découvrir Greg, son parcours, ses réflexions et sa vision de la vie. Mais ce n'est que le début. Dans 2 semaines sortira la deuxième partie de l'interview autour de son livre « 8 piliers pour rester jeune », un livre que j'ai absolument adoré. Une interview qui t'aidera en tout cas à prendre ta santé en main et t'inspirer à agir. Let's go pour la première partie, mais avant ça n'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Greg. Salut Nico. Bon, je suis ravi de t'avoir avec moi, on a eu un petit faux départ. Et tu t'en es rendu compte très vite. Ouais, et j'aime bien d'ailleurs le dire pour les gens qui écoutent, parce que souvent les gens pensent ouais les projets, le podcast, c'est facile pour toi et tout, mais non, mais il y a des merdes aussi, et la vie c'est pas que de la fluidité. Exactement, mais surtout je vois que... Attends. Moi, je tiens à signaler, tu m'accueilles directement avec une petite eau pétillante parce que tu as lu que j'aimais l'eau pétillante. Ouais. Déjà, l'accueil de l'invité sur un petit geste. Moi, je dis, Nico, je suis prêt à tout. Tu veux qu'on refasse un épisode de 4 heures ? Je fais un épisode de 4 heures. Je suis content d'être là. Alors attention aux prochains invités, si vous aimez les Rolex, c'est pas pour autant que j'offre une Rolex à l'arrivée. Moi, j'adore les voyages aux Maldives et les Rolex. Non, moi, ça va. Moi, c'est une eau pétillante. Je suis pas très difficile à acheter. Moi, c'est vraiment, t'es quelqu'un, je suis ravi de t'avoir parce que tu représentes pour moi cette boule d'énergie incroyable. Je t'avais découvert sur une vidéo YouTube où tu parlais à des étudiants et quand j'ai vu à quel point tu partageais, je m'étais toujours dit, ah bah tiens, un jour je t'aurai dans mon podcast et tu es là, donc autant te dire ma joie. Bah écoute, je suis content. Bah merci. Je t'invite à une soirée, tu connais personne, c'est des potes à moi, on te demande t'es qui, qu'est-ce que tu réponds comme ça ? Tu veux la... Ah, c'est une question qui est intéressante. Tu veux la vraie réponse ou la fausse modestie un peu... Les deux ? Les deux. Je crois que si je devais te donner ma première réponse qui serait la fausse modestie, je dirais je ferais comme si de rien n'était et je me présenterais. Salut, moi je m'appelle Grégoire et je suis kiné. Et puis, d'expérience, dans nos tranches d'âge, souvent ce qui va se passer, c'est que il y a toujours 1 ou 2 personnes qui me connaissent, mais qui osent pas tellement, c'est un peu what the fuck que t'arrives dans ce truc de cercle de copains, tu vois. Et au départ, ça ose pas, et du coup, comme ça ose pas, j'ose jamais me retrouver dans la position de me dire « Salut, je m'appelle Grégoire, je suis créateur de contenu, en même temps je suis kiné, en même temps j'ai écrit des bouquins, ça c'est ma carte si jamais tu veux. » Et du coup, je suis en mode « Salut, bah, moi c'est Grégoire, et je sais pas trop quoi dire de plus. » Et en comptant, c'est pour ça que je te dis c'est une fausse modestie, en comptant qui est sur le fait qu'ils disent mais c'est toi le mec qui fait des bretelles sur les vidéos. Ah pardon, je me suis mélangé, qui fait les vidéos en bretelles. Ah j'adore ce que tu fais. Mon arrière-grand-mère avait mal au dos, grâce à toi elle a plus mal. Et du coup tu deviens pendant l'espace de 5-6 secondes un petit événement de la soirée. Et au lieu de t'être présenté toi comme je suis ceci, je fais cela, c'est les autres qui t'ont présenté à ta place. Et ça c'est ce qui se passe
souvent. La plupart du temps, ouais, parce que tu as une popularité où aujourd'hui tu as plus d'1 million sur YouTube. Effectivement, ta tête, on peut la connaître. En je monte et avec ton livre 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible, t'es dans les têtes de gondole à la Fnac, avec ta tête dessus. Enfin, quelque part, il y a une notoriété. Toi, avant d'en arriver là, en fait, parce qu'on ira, parce que ce livre, tu peux l'appeler bouquin, moi je l'appelle bouquin. On en parlera plus dans une deuxième partie. Mais justement, si je veux en parler dans une deuxième partie, c'est que j'ai tellement aimé, et tu comprendras pourquoi il m'a marqué, parce que j'en lis beaucoup des livres, et le tien m'a marqué, mais allez, on tease un peu. Juste, comment tu t'es retrouvé à être ce personnage ? Alors je dis personnage parce qu'effectivement, tu incarnes ce mec qui est plein de folie, plein de dynamisme, etc. Et je sais que derrière tout ça, il n'y a pas que des phases positives, faciles, et que justement, tu es beaucoup plus vrai quelque part dans ce que tu transmets ces derniers temps que juste le mec cool qui démonte tout et qui donne les bons conseils, qui est le poteau que tout le monde voudrait avoir. Comment t'es arrivé déjà à être créateur de contenu et même à être kiné en fait ? T'étais comment enfant ? Alors, waouh, tellement de questions d'un coup, Nico. Parce que comment t'es arrivé là ? Puis en fait, reviens à l'étape d'avant, mais reviens encore 36 ans avant où t'en étais. Alors, dans l'ordre, je pense que aujourd'hui, tu me parles d'authenticité, de pas être que ce personnage. En fait, je pense que aujourd'hui, le personnage de Major Mouvement n'a jamais été aussi proche de Greg. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais aujourd'hui, il est très proche de moi et ce livre, c'est l'aboutissement de... En fait, j'ai ça. J'ai ce champ d'expertise et tu veux parler de kiné ? Ok, je suis là pour être kiné. Tu veux qu'on parle de toi et que je te donne des pistes pour adapter mon champ d'expertise à toi ? Ok, j'ai tout ça pour toi. Mais viens aussi, on peut créer un dialogue et te dire en fait, qui est cette personne qui t'a donné ces 2 conseils pour que tu saches un peu, soit t'identifier, soit au contraire ne pas aimer, soit te dire tiens, je comprends mieux dans quel contexte il a créé ces conseils-là. Donc pour revenir à tout ça, comment je suis devenu kiné, comment je suis devenu créateur et qui j'étais gamin, tu veux dans quel ordre ? Dans l'ordre chronologique ou inversement chronologique ? Chronologique, s'il te plaît. Gamin, je vais te la faire très vite. Gamin, et sans spoiler le bouquin, il y a eu quand même dans ma vie je ne vais pas l'évoquer là maintenant parce que j'en parle dans le livre et peut-être que ce sera le fruit de ton épisode 2 en fonction de ce qu'on peut raconter aux gens. Il y a eu un énorme paradoxe à la fois de très grande joie et de on doit recomposer avec ce que la vie nous a mis sur notre chemin. Quelque chose que j'ai jamais évoqué sur mes réseaux sociaux parce que j'ai toujours eu peur qu'on rattache ma volonté de réparer les gens, ma volonté d'être heureux, mais c'est parce qu'il a vécu ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux, à tort ou à raison, beaucoup trop de gens qui appuient leurs propos, leur comportement par rapport aux casseroles qu'on a vécues plus jeunes. Et je pense qu'il y a une forme de nécessité à ça pour pouvoir avancer. Maintenant, mon métier de kiné m'a appris une chose, des casseroles, on en a tous. Tous. Il n'y a personne qui arrive à 25 ans, 30 ans, complètement épargné par la vie en disant non, moi rien, l'enfance c'était ok, l'éducation c'était ok, les parents c'était ok, les frères et sœurs c'était ok, les relations machin. Non, tout le monde a des casseroles. Et quand je parle de casseroles, vous voyez ce que je veux dire. Je mets le mot casserole pour pas rentrer dans le pathos. Ok. Et ben moi, j'avais pas envie que, sachant ça de moi, on se dise que ça change l'image du fond que je sers. En fait, pour moi, mes propos, mes conseils santé, machin, sont plus importants que Grégoire, plus importants que Major. Donc, gamin, j'ai grandi dans cette espèce de paradoxe-là, et de ce que j'en ai retenu, c'est quand il y a une situation qui me plaît pas, dans laquelle je suis pas heureux, j'ai 2 grandes stratégies. La première, à l'instant T, c'est de me voiler la face, d'être dans le déni, d'inventer une autre forme de réalité. Et la deuxième, elle découle directement de la première. Si je suis capable d'inventer une autre forme de réalité, peut-être que là-dedans, il y a des portes de sortie, il y a des solutions. Et je crois que c'est ce que je garde aujourd'hui, en fait. Des kinés, on est 100 000 en France. Je n'ai pas réinventé la kiné, je n'ai pas réinventé les conseils de santé. Par contre, ce que je pense que j'ai réussi à apporter, c'est de me dire comment est-ce qu'on pourrait les raconter différemment pour qu'ils deviennent pratico-pratiques, pour qu'ils touchent les gens, pour qu'ils concernent les gens, pour qu'ils impliquent les gens.
Mais tu rêvais d'être kiné, toi, à l'époque? Et donc j'y viens, pas tant. C'était pas le métier de kiné qui m'intéressait. J'ai eu vraiment une vocation de devenir médecin, chirurgien, vers 15 ans en regardant la série Nip Tuck. Tu sais, Ok. la série qui vivait dans tous les sens. Et pas tellement pour refaire des nez et des boobs. Ce qui me fascinait, c'est que ils avaient ce double visage que je trouve assez intéressant. Tu sais, où ils étaient dans la fast life, les Lamborghini, machin et tout. Mais d'un autre côté, parfois, ils faisaient des opérations hyper techniques, de la dernière chance, pro bono, pour réparer des gens. Et c'était cette partie-là qui m'intéressait. Ce côté un peu Robin des Bois, tu vois, où, ok, on fait nos sous sur ceux qu'on a, sur là où il y a des sous à faire, sur des gestes qui sont certes techniques, mais moins impliquants, pour après, derrière, aller servir les autres. Et ça me plaît bien. Et donc à 15 ans, je me suis dit, j'ai envie d'un métier où je ne me sens pas d'être assis toute la journée derrière un ordinateur. Je veux quelque chose de manuel, je veux quelque chose qui ait du sens. Et c'est pour ça que je me suis imaginé faire ça. C'est facile pour toi de trouver un métier qui a du sens. On dit souvent que quand on est enfant, on peut aller... ce qu'on fait naturellement, nos passions naturelles, c'est ce vers quoi on devrait aller en grandissant. T'es d'accord avec ça? Je crois que je suis assez d'accord, j'avais pas notion de ça, mais maintenant que tu l'évoques, ouais, c'est clair, tu vois, moi quand j'étais gamin, j'aimais, c'est drôle, franchement je le réalise là maintenant, quand j'étais gamin j'aimais le sport, j'aimais les jeux de vidéo pour le côté challengeant et construction d'un personnage, et j'aimais beaucoup les Warhammer, les petits trucs à peindre et créer ses armées. Et en fait, aujourd'hui, dans mon métier, il y a du sport. Ouais. Il y a le côté où tu construis des connaissances, mais tu peux choisir, tu sais, dans les jeux vidéo, soit je dis n'importe quoi, tu peux être le magicien, tu peux être le barbare, tu peux être ceci, mais tu dois faire des choix sur ce que tu vas développer comme compétences, qu'il y a dans mon truc de kiné. Et le dernier que je t'ai cité, c'est le côté très minutieux. Et aujourd'hui, je m'éclate à la fois dans une technique articulaire. Tu vois, si tu me dis, Greg, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux me manipuler? Il y a un vrai geste à maîtriser que j'aime bien. Si je veux pas que tu finisses en fauteuil roulant. Et sur les réseaux sociaux, tu vois, quand je fais encore le montage de mes vidéos, il y a le côté minutieux de certaines vidéos que j'aime bien faire. Ouais, comme quoi, ça rejoint de plus en plus. C'est vrai que cette question, c'est pas la première fois que je la pose dans mes interviews, mais j'ai remarqué qu'il y a toujours un lien. Et ce lien, je le fais aussi par rapport à moi et mon passé. Et je vois finalement ce que je faisais quand j'étais petit. Globalement, je le retrouve aujourd'hui dans mes activités. Donc, c'est de voir que des fois, si quelqu'un est perdu, regardez un peu quand vous vous ennuyez, en fait. Ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faisiez naturellement? C'est intéressant, Nico, parce que tu sais, ma première pensée, c'est que il y a une question à laquelle je n'ai jamais la réponse, mais je pense que je donnerai la tienne. C'est quand les gens me disent, mais moi, Greg, j'ai pas de passion. J'ai envie de changer de vie parce que je suis pas satisfait, mais je sais pas vers où aller. Et je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là. Tu vois, dans cette situation de, je sais pas dans quelle direction partir. Parce que moi, à chaque fois, je me dis, oh, putain, ça a l'air cool, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Et de dire, vos passions, ne les choisissez pas par l'argent. C'est un mauvais moteur. C'est un moteur qui s'épuise ou au contraire, qui a besoin de renouvellement en permanence. Mais à l'inverse, tu vois, quelqu'un qui se dit, ok, d'accord, c'est pas l'argent, mais je sais pas dans quelle direction aller. C'est un bon moyen ce que tu évoques. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes quand tu t'ennuies? Ouais, pour mieux te reconnecter à... Tu sais, en spiritualité ou développement personnel, on peut parler de l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur, sans aller chercher des trucs complètement perchés, c'est juste se reconnecter à qui on était petit, tu vois. Et là-dessus, je sais que tu en parles publiquement, et c'est pour ça que je te pose la question. Tu as eu un complexe de ta taille. Tu mesures combien? Je fais un 68, mais je crois que je rapetissis. Parce que je croise d'autres gens d'1m68 et je les regarde comme ça. Ouais, je fais 1m71, donc on n'a pas une différence de taille. Et tu m'as trouvé comment en arrivant? Tu t'es dit, tiens, lui, il fait moins d'1m68 ou... Non, en fait, si tu veux, je pensais que tu faisais ma taille, en fait, globalement. Mais je me posais la question, comment tu as fait pour assumer ça? Parce que tu as eu des moqueries. Et tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné qui m'a laissé des marques sur la peau. Et on a quasi le même âge, tu as 37, j'en ai 38. Et je sais qu'aujourd'hui, ces problèmes d'acné et ces marques sur la peau me marquent encore. Je ne vais pas choisir un bar par hasard si je fais un date. Je ne vais pas choisir un bar où il y a une lumière qui arrive par en haut. Parce que je sais qu'on va avoir plus les défauts de ma peau et ça va me complexer, comme l'adolescent que j'étais qui était complexé. Donc j'ai travaillé dessus, mais je garde encore des trucs où c'est difficile pour moi. Là, j'hésitais à faire de la chirurgie et un peeling chimique
pour retravailler ma peau. Donc je me dis, même encore à 38 ans, après le dev perso, après tout ça, je suis encore à avoir ces putains de problèmes d'adolescent, de boutonneux de 15 ans, quoi. Est-ce que c'est en permanence ou est-ce que c'est par pic? C'est par pic. C'est vraiment par pic. Ah, pareil pour moi. Je pense que ce qui nous a blessés gamins, je crois que c'est relativement normal que ça continue parfois de nous effleurer adultes. Et sur les complexes, bien sûr que ça me fait chier. Tu vois, les moments où ça va me faire chier, c'est quand je vais croiser un mec vraiment grand, genre 1m85, et qui va me croiser de haut et qui va me dire « Ah, je te pensais plus grand, je suis déçu. » Et moi, je le regarde comme ça, je dis « Mais mec, mais déçu de quoi en fait? Quel est ton jugement de valeur pour te dire que ma valeur dépend uniquement de ma taille ?» Je pense que j'ai d'autres choses à apporter au monde que ma taille. Et je pense que le monde se porte pas plus, pas moins bien parce qu'il y a des grands ou parce qu'il y a des petits. En fait, on s'en branle pas mal. Et je me dis, si j'arrive à décevoir des gens là-dessus, ça me fait chier parce que ça me renvoie à ma propre déception à l'époque de ne pas avoir la répartie, de ne pas avoir autre chose pour trouver ma valeur. Et donc, je crois que c'est plutôt des projections du manque de valeur que j'avais aujourd'hui, que j'ai réussi à combler, enfin que j'avais à l'époque, que j'ai réussi à combler aujourd'hui. Aujourd'hui, sur ma période où j'ai été célibataire, oui, bien sûr que les nanas, quand on discutait, quand c'était pas croisé, je les prévenais en disant je suis pas très grand, je préfère te prévenir pour éviter la déception de prendre un truc comme ça. Sur quand j'étais avec des débuts de relation, je leur posais la question, ok, est-ce que ça te pose un problème? Et moi, en fait, je crois que c'est ça mon ratio. Si la personne avec qui je suis en couple, ça lui pose pas de problème, ça me pose pas de problème. Après, j'ai pas répondu à toutes les questions, mais ouais, moi c'est par vague. Je crois que un truc, je vais finir là-dessus parce qu'on va pas en passer 107 ans, mais un truc qui m'apaise moi là-dessus, c'est mine de rien un rapport de force. C'est-à-dire que le fait que j'ai toujours fait du rugby, grâce à ma taille, au rugby, c'était un avantage parce que je me déplaçais vite. Non pas que je me faufilais, mais vraiment, je me déplaçais vite. Et aujourd'hui, au jiu-jitsu brésilien, le fait que je sois capable de m'évaluer, de savoir, ok, tel mec, en fonction de son niveau et de son poids, je sais qu'a priori, je peux le battre ou pas le battre. Et je sais que globalement, c'est bête, hein, c'est assez grégaire. Mais si jamais demain, tu veux vraiment parler de poids et de taille, et qu'on en vient aux mains, je sais à peu près contre qui je peux me battre, ou je sais contre qui j'ai zéro chance, et ça me permet de m'évaluer. Et je me dis... c'est pas mon critère de valeur, mais si jamais il y a des gens qui ont ce critère de valeur-là, je suis capable d'y aller. Non, ce qui est top, c'est qu'il y a quand même une évolution en fait. Je vois qu'il y a un travail, il y a une question, tu te repositionnes, tu sais ce que tu vaux et t'es pas à chercher la validation quelque part chez autrui. Et même quand il y a des dates, ou en tout cas, il y a ce côté, bah voilà, c'est moi et je suis comme ça. Et de toute façon, voilà. Il y a des choses physiquement qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer et en vrai, tu l'as dit, on a 38 et 37 ans, on va pas passer notre temps à traîner nos trucs. J'ai peut-être, entre guillemets, des centimètres en moins, mais je pense avoir des trucs en plus ailleurs. Et quand bien même j'avais pas de trucs en plus ailleurs, ça me définit pas à 100%. Donc, ouais. À quel moment t'as décidé de... Donc t'es devenu kiné. Ouais. À quel moment t'as décidé de faire rentrer dans ta vie le côté beaucoup plus entertainment quelque part et création de contenu? Alors au départ, c'était même pas de l'entertainment. Vraiment, au départ, c'était quasiment du suivi de consultation. C'est une histoire que je raconte souvent, donc je suis désolé si jamais les gens qui l'entendent là se disent putain, il la raconte à chaque fois. À la fois, elle me passionne parce que c'est la naissance du truc, ouais. Mais c'est surtout la vraie histoire. J'étais avec un patient dans mon cabinet et je lui expliquais un mouvement de base pour les lombaires. Et je le vois et il dit waouh, c'est génial, on m'a jamais expliqué ça comme ça. Et moi, je l'avais déjà expliqué 5-6 fois dans la matinée. Et vraiment, je me suis regardé dans le miroir parce que je lui donnais des exos devant le miroir. Et j'avais l'impression d'être un imposteur un peu. Parce que pour lui, c'était sa première fois. Mais moi, je l'avais déjà fait 6 fois dans la matinée. Je l'avais déjà fait 300 fois depuis le début de l'année. Et je m'étais dit, est-ce que je me sens vraiment aligné de pouvoir expliquer ça 20 fois par jour jusqu'à la fin de ma vie? Ou est-ce que j'ai peur de me faire chier, ou est-ce que j'ai pas moyen de faire autre chose? Enfin, pas de faire autre chose, mais de faire autrement.
Et on est en 2018, on est au début des réseaux sociaux. Ça faisait déjà quelques années que je voyais les Américains partager du contenu pour les kinés, des kinés américains pour les kinés américains. Je voyais quelques kinés américains parler pour le grand public et juste donner des conseils de base. Ça, c'est vos lombaires, voilà comment ça bouge, voilà, ça, c'est votre épaule, voici votre hanche, et ainsi de suite. Mais dire, waouh, c'est génial, faudrait qu'il y ait un Français qui le fasse, faudrait qu'il y ait un Français qui le fasse, faudrait qu'il y ait un Français qui le fasse. Et peut-être qu'aujourd'hui, même encore en 2024, c'est un conseil que j'aimerais. Si jamais vous dites, faudrait qu'il y ait un Français qui le fasse, parce que vous voyez un truc qui cartonne aux États-Unis, ce Français, c'est vous. Et faites-le maintenant. Il y a Squeezie un jour qui avait dit un truc, et je le rejoins à 100%. Dans nos domaines, où il y a tellement de trucs nouveaux, il ne suffit pas d'être le meilleur. Bien souvent, il suffit d'être le premier. Après, ça devient différent d'être le meilleur et d'être le premier. Je suis personne pour dire moi je suis le meilleur dans ce que je veux, dans ce que je fais. Ça, je laisse à chacun le loisir de choisir. Ma petite préf, c'est aime ton kiné, que j'adore aussi. Mais par contre, quand on est le premier dans un domaine, on prend un gros lead. Et mon deuxième conseil, c'est même si vous êtes le premier dans un truc, c'est pas tout être le premier et de se gargariser. Je pense que c'est toujours intéressant de regarder dans son rétro pour savoir ce que font les autres. Et c'est toujours intéressant de continuer à regarder ce que font les autres Américains qui étaient votre source d'inspiration parce qu'ils ont une longueur d'avance sur vous et savoir si eux, ils finissent dans le mur, comment vous pouvez éviter d'aller dans le mur et si eux, ils finissent par trouver un bon équilibre, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Donc, pour répondre à ta question, j'ai répondu un peu de manière transversale sur qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé, qu'est-ce qui a fait que quand je me suis lancé, je ne suis pas allé droit dans le mur et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai vu certaines de mes sources d'inspiration finir dans le mur et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu éviter le mur là où eux se sont plantés. Dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant justement pour des gens qui veulent se lancer. Mais est-ce que tu penses qu'on peut tout réussir au prix de la volonté ? Non. Ah non. C'est dramatique ce que je vais dire, mais comment je vais le dire ? Il y a un paradoxe sur lequel je n'ai pas encore trouvé de point final. C'est que quand vous vous lancez, il faut être suffisamment fou pour croire en vous-même là où personne d'autre ne croit. Mais il faut être suffisamment lucide pour se dire en fait, j'ai la capacité de le faire et ce que je fais a une vraie valeur qui peut aider les gens. Je te dis ça parce que je vois énormément de gens qui s'accrochent mais à des trucs où je vois que ça ne peut pas marcher. On va prendre un exemple très concret. Je vois des gens qui s'évertuent à réciter du Baudelaire à Berlin. Leur Baudelaire, il est magnifique, c'est canon, leur élocution est incroyable. Mais ils sont à Berlin, en plein milieu de la place que tu veux à Berlin, je ne sais plus comment ça s'appelle, et personne ne s'arrête. Parce qu'en fait, c'est pas le bon endroit et où c'est pas le bon moment. Je vois des gens qui, aujourd'hui, régulièrement sur Instagram, font du contenu qui cartonnait en 2016. Je vois des gens aujourd'hui qui se lancent sur Instagram et qui ont l'impression de tout donner, mais qui publient une fois tous les 10 jours. Et je pense aujourd'hui que si je devais me relancer sur les réseaux sociaux, ce que j'ai fait quand je me suis lancé sur le podcast, c'est qu'en fait, j'ai poncé à titre personnel la consommation de podcasts avant de me lancer. Ce qu'on appelle une forme d'étude de marché, un audit, un consulting, je n'ai jamais le mot exact. Mais en fait, en tant que créateur de contenu, on se doit d'être un gros client de la plateforme avant de se lancer sur la plateforme. Ce n'est pas tes convictions personnelles qui disent « Ah, je vais apporter ça au monde. » Génial, mais le monde ne t'attend pas. Si tu veux faire passer ton message au monde, assure-toi de parler au message du monde. Et une fois que tu arrives à t'adresser au message du monde, que tu le ponces bien pendant 2-3 ans, là, tu peux commencer à prendre de la hauteur et te dire « Ok, c'est quoi ma valeur créative à moi qui peut faire la différence ?» Ça, c'est la folie. Mais il faut avoir la lucidité de se dire « Avant, je me lance. » Et je vois beaucoup de personnes qui finissent par être frustrées, de se dire « Mince, j'ai pas de valeur. Ce que je dis, c'est pas génial. » Non, c'est génial ce que tu dis, mais c'est juste dans la forme et dans le fond, t'es pas exactement au bon endroit. Regarde un peu ce que tu veux. Et je te dis ça, j'avais croisé, je finis, un mec il y a 5 ans, il était venu me voir à une séance de dédicace, un kiné. Et le gars, je vois la passion dans ses yeux. Il arrive avec un bouquin auto-édité. Et son bouquin, c'était la même version que le mien, mon premier. Moi, c'était 10 clés pour un corps en bonne santé. Le mec, c'était genre les 8 conseils pour être en bonne santé. Et franchement, le fond est super.
Mais la forme, il avait 25 ans de retard. Hmm. Et j'ai pas eu le courage à ce moment-là de lui dire c'est pas ouf dans la forme parce que tu peux vite passer pour un énorme connard. T'imagines, t'as quelqu'un qui vient, les étoiles plein les yeux, avec son livre et qui te dit qu'est-ce que t'en penses. Je sais pas si je suis dans la bonne direction, Nico, si c'est dans les réponses. Si. Et je lui dis ouais, c'est bien, franchement, c'est cool. Mais je suis pas allé plus loin, j'ai pas eu ce courage-là. Et je pense que quelqu'un d'autre a eu le courage de lui donner. Et 4 ans ou 5 ans plus tard, je le vois revenir sur les réseaux sociaux avec des vidéos, mais quali de chez quali. Un phrasé, un langage, un regard cam, des lumières et une qualité de comment tu dis, de e-book. Franchement, le truc, je l'achète. Ce que tu dis là, je trouve que c'est hyper fort parce que ça montre bien qu'à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut pas se dire qu'on est le meilleur forcément, faut effectivement regarder ailleurs. Et je vois beaucoup de personnes même qui peuvent me contacter sur Instagram pour me proposer des livres, justement pour des interviews ou des conseils pour le podcast, etc. Alors d'une, je suis loin d'avoir réussi. J'ai peut-être un peu réussi dans mon domaine, mais quand je vois les leaders dans le podcast d'interview, bah, j'en suis très loin et c'est tout le temps la remise en question. Et moi, il y a eu une remise en question cet été, tu vois, un peu comme tu dis là, bon, je peux stagner, et ce que je fais n'est pas un peu daté. Je me suis dit, ah là là, tu reprends des trucs, des fois, oui, ça marchait très bien il y a 3 ans, mais là, comment est-ce que je pourrais mettre de la nouveauté ? Et je me pose ces questions-là. Donc, moi, ça me parle ce que tu dis. Et je pense que ça parle à plein de gens qui, peut-être, se lancent dans des projets et se retrouvent un peu, oh, c'est pas comme je veux, etc. Mais c'est la remise en question constante. Exactement. Et je vais finir sur un truc. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nico. Ne sous-estimez pas le fait à quel point c'est OK d'avoir juste un public de niche. En fait, je crois qu'on est vraiment matrixé par les audiences des autres et que, quelle que soit notre audience, on va toujours regarder l'audience du dessus et jamais notre propre audience. Mais je vais te donner un truc qui est très vrai. Moi, demain, quelqu'un qui a 2000 abonnés sur Instagram et qui a juste 20 personnes avec qui il DM régulièrement pour lui proposer un accompagnement, un truc, un machin, et que les 20 personnes sont contentes, mais si on ramenait ça à la vraie vie, tous les mercredis, j'ai 20 personnes en face de moi et je leur donne des cours. Si on ramène ça à la vraie vie je suis prof de piano et j'ai un élève à la fois et grâce à moi, à la fin de l'année, il est capable de jouer une partition, mais c'est génial. Et donc, c'est tout ce paradoxe, et j'insiste sur ce mot paradoxe. On peut viser des grandes audiences et apprendre et se perfectionner. Et en même temps, je pense que c'est toujours important de se satisfaire des personnes qu'on a là et qui nous suivent là. Et de se dire, en fait, qu'est-ce que je cherche à parler de plus en plus de monde ? Moi, il y a un truc que j'ai appris et qui ne me fait pas vraiment plaisir. C'est qu'aujourd'hui, très sincèrement, si tu me demandes de tous mes médias, YouTube, c'est celui où j'ai le plus d'abonnés et c'est celui sur lequel je prends le moins de plaisir. Aujourd'hui, les livres, parce qu'il y a une moins grande consommation de livres, ou le podcast, ça reste... Le livre, toute proportion gardée, franchement, les deux, ils ont très bien fonctionné, mais j'ai un sentiment d'intimité, d'authenticité et de proximité dans mes livres et dans mon podcast que j'ai perdu sur YouTube. Donc, il y a un prix caché. Rares sont ceux qui, comme Inoxtag, sont capables d'embarquer toute une population pour leur dire je vais aller au Mont de l'Everest et puis je serai dans vos salles de ciné en même temps sur YouTube et de faire vibrer tout le monde. Rares sont ceux-là. Et donc je crois qu'il ne faut pas perdre en chemin en tant que créateur de contenu, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre média, de se dire j'ai la chance d'avoir des gens qui m'écoutent pour ce que je fais. Fou ou lucide, j'ai à ce moment-là des gens qui sont là. Et n'hésitez pas à leur demander. Parce qu'une fois que la boule de neige a prise, aujourd'hui, moi sur YouTube, tout le monde me donnerait son avis. Et quand tu écoutes tout le monde, tu fais plaisir à personne, surtout à toi-même. T'as un besoin de reconnaissance ? Je l'avais, je l'ai perdu et je me le suis trop attribué. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ça parce que c'est des trucs que j'ai réglés principalement de mois à mois et avec l'aide d'une psy. Mais pour faire simple, il y a un côté très agréable d'avoir un besoin de reconnaissance confié dans la responsabilité d'une autre personne, ton père, ta mère, ton conjoint, et ainsi de suite, et de le voir rempli. Regarde, j'ai fait ça, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. C'est assez agréable. Parce que ça te donne sans cesse
un truc, entre guillemets, à accomplir, une ligne d'arrivée de satisfaction à accomplir, de voir la fierté dans les yeux de quelqu'un qui va te la donner. C'est assez agréable. C'est un peu chiant parce que tu as aussi la fatigue de se dire « Putain, j'arrive jamais en fait parce que j'ai toujours un truc d'après. » À l'inverse, quand tu arrêtes de déposer ton besoin de reconnaissance dans les autres, gros piège de les donner dans ta communauté, je pense par contre, parce que là, c'est merdique à souhait. Ne faites pas ça. Si jamais vous sentez que votre besoin de reconnaissance il passe par votre communauté, allez consulter tout de suite parce que vous allez ramasser. Une fois que tu arrêtes de donner ton besoin de reconnaissance aux autres et que tu commences à te l'auto-attribuer, c'est plus chiant, je trouve. C'est plus dur. Parce que tu as vite fait de te dire « Moi, je suis content de ce que je fais, moi. » Bon, si je suis content de ce que je fais, excuse-moi pour ce que je veux dire, mais qu'est-ce que je vais me faire chier la bite à avoir un prochain projet ? Qu'est-ce que je vais me challenger à nouveau ? En vrai, littéralement, hein, moi, quand je suis chez moi et que je joue à ma PlayStation, je suis le plus heureux des hommes. Mais vraiment, en fait, à boire mon eau pétillante, mais je suis le plus heureux des hommes. Et tu finis ta journée et tu te dis, bon, j'ai bien rien foutu, et ben ça me va très bien. Et puis tu as une petite voix en toi qui te dit, ouais, mais quand même, tu devrais faire des trucs. Mais pourquoi ? Si je suis heureux à rien faire. Et donc je trouve que là, j'en suis à cette étape-là qui n'est pas désagréable, mais pour lequel je n'ai pas encore tout cerné. D'être mon propre curseur de reconnaissance, parfois ça me fait me mettre au point mort. Là où j'en suis maintenant, et ça a été pas mal ravivé parce que j'ai dû rusher un petit peu, j'ai trop tardé sur ce livre-là. Typiquement, là, cette sensation de point mort, je l'ai un peu depuis un an et demi, depuis que ça va bien dans ma vie et que je suis heureux, bizarrement. Plus je suis heureux, plus je suis bien, moins j'ai de moteur à faire des trucs. Plus je suis malheureux et moins je suis bien, plus je vais chercher des solutions ailleurs et j'essaie de développer des trucs. T'es un peu comme Adèle, quoi, qui sort des albums de rupture, qui est motivée par la création quand elle n'est pas au top, quoi, quelque part. C'est possible. Je pense que dans la création, il y a une forme de thérapie, j'en sais rien, ou de volonté d'échappatoire, peut-être. Mais imagine, et c'est là où j'en suis, tu vois, tu penses toutes tes plaies, t'es bien. Bah, si t'es bien, t'as pas de raison de créer, en fait. Tu sais, quand on a ce cliché de l'artiste torturé, je crois que c'est pas complètement faux, en fait. Et Zazie a fait une très belle chanson qui s'appelle Sur toi, où elle explique, qu'est-ce que tu veux que je dise puisque je suis bien avec toi ? Qu'est-ce que tu veux que j'écrive parce que je suis bien avec toi ? Et c'est une très belle chanson au piano, et ça peut... finalement, on se rend compte que ça peut être dans... Enfin, t'es pas chanteur, et pourtant, il peut y avoir quelque chose qui se joue là-dessus aussi. Et tu vois, et se poser la question d'une forme... Est-ce que pour créer, quand tout va bien dans ma vie, est-ce que je vais pas m'auto-saboter juste pour avoir de l'énergie créative ? J'en sais rien. Mais pour te dire, donc là, pour finir le livre, j'ai dû rusher un peu parce que j'avais trop traîné avant. Tu as des délais d'impression, d'édition et tout. Et je sais plus où je voulais en venir dans ma phrase, mais j'ai été obligé vraiment de me pousser au cul. Ouais, c'est ça, je crois que comme j'avais plus comme je m'auto-attribuais ma valeur, que j'étais bien comme pâte, j'avais plus de carottes à suivre et j'étais obligé de me mettre des coups de pied au cul. Et je sais pas si tu le sais, mais tu as deux façons de faire avancer un âne. Soit tu lui mets une carotte devant, soit tu mets un coup de pied au cul. Et donc là, jusque-là, je crois, comme j'avais des insatisfactions dans ma vie, un besoin de reconnaissance, machin et tout, j'avais toujours une forme de carotte. Et puis j'ai comblé tout ça. Et je me dis, merde, en fait, si moi je me mets pas de coup de pied au cul, j'ai personne qui le fera. Et quand je te parle de coup de pied au cul, ça veut dire vraiment, t'as beau avoir ta maison d'édition qui te dit, Greg, on avait convenu de telle date, ce serait bien de nous envoyer. Si toi t'es bien et que t'es ok avec le fait qu'on t'envoie des messages pour te dire faudrait avancer, mais que toi, au fond de toi, tu te dis, t'avances pas. Et donc c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Ta vie de créateur de contenu avec ta chaîne YouTube, ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça va faire 6 ans, 7 ans, 2018. Ouais. Donc tu as une vie où tu crées, où tu travailles, forcément je parle du côté kiné, côté médecine, plus la création de contenu. Il y a beaucoup de domaines en fait dans lesquels tu es. J'ai tendance à croire que pour connaître un peu ce mode de vie, ça va dans tous les sens. Ça demande d'être à la fois sur quelque chose où tu es expert et en même temps sur quelque chose que tu as découvert, qu'est la création de contenu.
à un moment donné, il y a eu un trop-plein, justement, de tout ça? Ouais, exactement. Combien de temps tu veux que je donne à cette réponse? Parce que là, pour le coup, je pourrais te passer 1h30 sur tout ça. Est-ce que c'est OK si jamais je fais une référence à un autre podcast où j'ai raconté tout ça? Si jamais à la fin des épisodes avec toi, les gens pourront aller voir. Ouais. Donc restez bien sur cet épisode avec Nico. Quand vous avez fini cet épisode avec Nico, si vous voulez connaître un peu les insights de cette période-là, mais c'est pas ce que je vais donner comme réponse, parce que j'ai pas envie de me répéter. Ouais, bien sûr. Parce que tu mérites autre chose que ce que j'ai déjà donné dans une autre interview. Donc pour te répondre, vous pourrez aller voir tous les insights sur le podcast que j'ai fait avec Pauline Legnaud. Si ok. Je sais pas si c'est ce que je l'ai tu pas garderas écouté au montage. pour le coup, mais en gros, j'ai raconté cette période d'1 an et demi de pause. Ouais. Et là, c'est pas ce que je vais te raconter. Je vais te raconter sur comment je l'ai créé, comment j'en suis arrivé à cette période d'1 an et demi de pause et ce que j'en ai retenu aujourd'hui. Je suis kiné et l'avantage de mon métier de kiné, c'est que c'est vraiment quelque chose de essai-erreur. Tu fais, tu regardes les résultats. Si jamais les résultats sont positifs, tu continues. Si jamais tu te plantes, tu apprends et tu modules. Ok, donc ça, j'ai gardé en tête que j'ai toujours ça engrammé dans ma matière grise, dans mon ADN. Quand il y a un truc qui se passe, tous les éléments confondus, en fait, j'ai toujours un esprit d'analyse en permanence, sans jugement. Sans jugement. Je ne sais pas si je la tiens du dev perso, je ne sais pas si je la tiens d'une espèce de forme d'esprit scientifique, mais je ne juge pas ni mes réussites, ni mes défaites. Je ne juge pas les effets positifs, je ne juge pas les effets négatifs. Donc, je me lance sur les réseaux sociaux pour les raisons que tu as évoquées. J'ai toujours eu une passion pour la vidéo. J'ai monté des vidéos quand j'étais gamin. Donc, ok, go pour se lancer dans la vidéo. Mais très vite, je me dis, je sens que faire des vidéos, ça va changer ma vie. Mais pour pouvoir faire en sorte que je m'adresse à un maximum de monde, il faut que j'ai les reins solides et il faut un équilibre financier. Tu vois, très vite, très tôt, je ne parle pas de gagner de l'argent. Je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Je l'ai fait pour un équilibre financier parce que ce que je voulais, une fois de plus, c'est que mon message passe. Ce qui me fait assez rire aujourd'hui, parce que je fais une petite aparté, à chaque fois que je fais un peu plus de promo ou un truc, il y a toujours des gens un peu jaloux, souvent des kinés, qui vont dire « il a fait ceci, il a fait cela, il fait ça, tout ça pour les ronds ». Mais si vous saviez à quel point ce n'est pas le sujet. Bien sûr qu'aujourd'hui, j'ai atteint un équilibre et je suis très heureux. On en a parlé juste avant et j'ai rien à cacher là-dessus. Par contre, c'est pas mon message premier et ça le sera jamais. C'est pas mon moteur premier, ça le sera jamais. Donc je me lance là-dedans, une vraie volonté d'équilibre financier pour pouvoir servir mon moteur. J'ai aussi cette notion de tu peux pas te lancer sur tous les sujets à la fois parce que un apprentissage prend du temps et ce qui va te permettre d'apprendre sur un item, c'est pas de le noyer dans la masse. Pour faire très simple, je n'ai pas lancé Instagram en même temps que YouTube, j'ai pas lancé YouTube en même temps que les bouquins, j'ai pas lancé les bouquins en même temps que le podcast, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, pour chaque réseau social, il y a littéralement des hacks. Il y a des trucs à comprendre. T'es obligé de mettre les mains dans le cambouis. Pour faire très simple, il y a un réseau social que je n'ai jamais compris, c'est TikTok. Je ne le comprends pas, je ne comprends pas comment le hacker, je ne vois pas. Ce qui est fou quand je t'écoute, c'est à quel point tu es devenu expert dans plein de domaines. C'est là où j'allais y venir pour répondre à ta question. Mais ça, c'est pas mon job de base. Moi, mon job, c'est de traiter des gens. Et donc tout ça, j'ai dû l'apprendre, entre guillemets, en plus de 5 journées par semaine au cabinet, de un enfant plus un deuxième à venir, de travaux, un peu de réno à la maison, j'ai pas de la peinture, bref. Ouais. Et de ma vie sportive et de mon cabinet. Et donc j'ai appris tout ça en plus de tout le reste, en plus de mes patients, en plus de ceci. Et donc petit à petit, c'est ce qui m'a permis de trouver un équilibre, de passer de 5 jours par semaine à tiens, j'ai un peu de rentabilité sur mes autres réseaux sociaux, à 4 jours par semaine, à 3 jours par semaine. Et aujourd'hui à 2 jours par semaine. Et là, 2 jours par semaine, c'est un bon équilibre. Parce que c'est ce qui me permet de faire en sorte de, quand je suis avec mes patients, je ne suis qu'avec mes patients. Parce qu'en fait, le reste du temps, j'ai des process qui tournent bien, j'ai des équipes que j'ai pu former à ma façon de fonctionner, modulo le côté humain qui fait que ça ne s'arrête jamais, mais qui fait que pendant 2 jours, quand je suis avec un patient, je ne suis pas là en train de faire des stories, je ne suis pas en train de faire des posts, je ne suis pas en train de penser à la rédaction de X ou Y, je suis avec un patient. Et ça, pour moi, c'est le plus grand luxe. Et tu veux dire qu'à un moment, tu t'es perdu ? Ah oui, c'est pas possible. Ça t'a amené à un burn-out, quoi, quelque part. Honnêtement, je pense que je suis passé à ça du burn-out.
dans le sens où je me suis jamais retrouvé à être incapable de sortir de mon lit avec des pensées suicidaires et me dire qu'ils aillent tous se faire cuire le cul, j'arrête toutes ces conneries. Je me suis retrouvé au stade où qu'ils aillent faire tous se faire cuire le cul, j'arrête toutes les conneries, ok, je m'accroche, je tiens bon, je m'accroche, me tiens bon pendant trop longtemps et là on arrive juin 2023 ok, là c'est trop, je ne peux plus, je me suis perdu en chemin, je redonne le bébé à toutes mes équipes pendant 6 mois, 9 mois pour qu'ils continuent à faire tourner la machine parce qu'il y a une inertie, je sais que je vais vouloir y revenir, mais là je ne suis plus capable je reprends juste 10% de la machine pour piloter ce qu'il y a à piloter de loin et moi je me repose et je fais le point. En gros, de juin 2023 à décembre 2023, janvier 2024, c'est quasiment plus moi qui pilotais. C'est là que tu es parti à Bali ? Je suis parti à Bali pendant un mois. Je me suis focalisé sur mes enfants et je disais à mes équipes de monteurs, non, la vidéo, je la regarderai pas. Je te fais confiance. C'est important de réussir à prendre du recul des fois quand on voit que c'est trop et que justement, faut mettre une pause dans sa vie. Parce qu'on est dans une société... Tu l'exprimes très bien. C'est une montée où il y a plein de choses qui arrivent. Tu développes plein de choses. Tu as une stabilité financière qui arrive. Mais n'importe qui, finalement, on demande toujours plus, même en entreprise. Et il arrive à un moment donné où c'est stop, comme s'il y avait un non-alignement. Et toi qui as un podcast aligné, tu vois de quoi je parle. Mais c'est comme si là, il faut dire stop. Et j'ai le sentiment que c'est très difficile dans une société où on nous demande toujours plus de pouvoir disparaître à un moment donné pour se retrouver sans avoir la culpabilité de « Ah oui, mais non, il faut que je bosse, il faut que je fasse, il faut ». Ces injonctions qui n'arrêtent pas en fait. Ah mais je vais être franc avec toi, Nico. La culpabilité, je l'ai eue en fait. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui est de fascinant, c'est que quand tu t'arrêtes et que tu t'éloignes de tout, on pourrait penser que c'est facile, c'est horrible. Mais regarde, je vais te décrire un truc. Imagine que tu as un élément A, que tu n'arrives pas à décrocher de cet élément A pour X raisons, les injonctions, la culpabilité. Quand tu le décroches, pendant 1 semaine, 15 jours, t'es pas bien, tu stresses plus, tu dors pas bien, ça s'appelle comment ? C'est une addiction en fait. Quelqu'un qui arrête la clope, qui arrête l'alcool, qui arrête la drogue, au moment où il arrête, il est pas bien, hein, il est pire. Et donc moi, sur ce moment où je pars à Bali, tout seul, parce que j'en ai plein le cul et que j'ai besoin de... Mais les moments de solitude que je me suis tapé à Bali, ils étaient horribles. J'étais pas en mode je suis à Bali et je vis. Bien sûr que de surface, c'était ce à quoi je ressemblais quand j'étais au bord de la plage. Mais la plupart du temps, j'étais tout seul. Et c'était ça que j'étais venu chercher. Et tu étais en pleine séparation ou j'étais séparé. En pleine Alors, j'étais séparé depuis 8 mois. Mais j'étais en... Je dirais... Ouais, en recréation de... Ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est la vie que j'ai créée, quelle est la vie prochaine que je vais créer. Aujourd'hui, ça m'amuse un peu quand il y a des gens qui me disent j'étais vraiment pas bien et puis il m'a fallu 1 semaine et je suis reparti. Non. Non. Là, t'as arrêté la clope pendant 1 semaine et t'as repris, et c'est sûr, ça va mieux quand t'as repris la clope. T'as arrêté le travail pendant 1 semaine, ça va mieux. Et en fait, c'est ça où moi, j'ai décidé de sortir de ça. Et je pense que ça ne parle qu'aux gens qui sont passés par là, malheureusement. Je pense qu'il faut passer par là pour savoir à quel point il faut passer par là. De se dire, en fait, le modèle dans lequel je suis ne me convient plus. J'ai beau remplir les objectifs, j'ai beau faire toujours plus, j'ai beau mettre de l'essence dans la machine, en fait, à l'intérieur, je suis misérable. Et c'est ce paradoxe, une fois de plus, je crois que c'est la 4e fois que je dis ce mot paradoxal, hein. C'est ce paradoxe de se dire, j'atteins tous mes objectifs, ce pourquoi je bosse pendant des années, mais au fond, je suis misérable. Et là, la force que ça demande de se dire « Ok, en fait, si je continue, je vais avoir exactement la même chose. » Et c'est ça la vraie folie. Mais quelque part, comme on l'a évoqué plus tôt, dans la création, il y a une forme de folie. Et j'ai dit, je pense que c'est un paradoxe entre trouver la folie et la lucidité.
La folie de se dire j'ai envie de continuer, la lucidité de se dire j'ai envie de continuer mais à ma façon. Et ça prend du temps. Et donc quand j'étais à Bali en pleine reconstruction, il y a des moments où je me réveillais le matin et juste je regardais la nature et je chialais comme une madeleine parce que j'avais pas la moindre foutue idée dans quelle direction j'allais aller. Et là, tu sais ce que j'ai fait ? Je me laissais porter. De la conversation d'un mec qui te dit hey, j'ai mon cousin qui habite là-bas, tu veux venir ? Tu regardes pas ton téléphone, tu dis ok, je viens. Et pour ça, en effet, tu peux pas le faire partout, tu peux pas le faire dans toutes les conditions, mais Bali, c'est parfait pour ça. Les gens sont adorables, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de vol. Tu peux garder ton sac à dos avec ton argent dedans, tu reviens 3 heures plus tard, il est là avec ton argent dedans. Donc, ça te permet de baisser toutes tes barrières et juste de let go, quoi. C'est une forme de lâcher prise, quelque part. Mais complètement. De l'expérimenter réellement, pas le faux lâcher prise de Dev Perso à Paris. Voilà, papa. Exactement. Et c'est très dur, en fait. Parce que ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que dans mon séjour à Bali, c'est que il m'a fallu peut-être 15 jours, 3 semaines pour en arriver là, de réussir vraiment à lâcher prise. Et puis la dernière semaine, j'ai fait c'est Laurie Tillman qui m'en avait parlé d'un séjour de surf, un surf camp. Et là, je me suis reconfronté à un groupe. Et dans le groupe, j'ai de nouveau voulu être intégré. Et au bout de 3 jours dans le groupe, il y avait une nana, elle se comportait comme une connasse avec moi, en fait. Mais vraiment, tu vois, genre elle arrêtait pas de se foutre de ma gueule. Et moi, au départ, pour pouvoir m'intégrer dans le groupe, je rigolais à ses blagues, je relançais à ses blagues, tu vois. Et je me sentais pas bien à la fin. Et c'est là où le nouveau Greg a dit, ben non, en fait, ça, j'en veux plus. Je ne veux plus m'intégrer dans un groupe pour m'intégrer au détriment de comment je me sens. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça m'a coûté, mais j'ai dit au surf camp, non, je n'y vais pas. Ok, dans ma tête, mais oui, mais t'es con, quoi. T'as payé pour y aller à ce surf camp. T'as payé pour avoir les cours. Oui, mais en fait, non, mais c'est pas parce que je l'ai payé que je vais y aller. J'y suis pas allé. J'ai passé une journée tout seul. Je suis allé à la salle de muscu, ceci, cela, machin. Et le lendemain, quand je suis revenu, la nana qui passait son temps à se foutre de ma gueule, je l'ai pas calculé. Tout nouveau pour Greg, parce que moi, d'habitude, quand les gens se foutent de ma gueule, je veux d'abord m'assurer que, non, regarde, viens, je suis de nouveau sympa avec toi, donc sois sympa avec moi. Et fast forward, non seulement je l'ai pas calculé, mais je me suis dit, qui dans le groupe te plaît bien ? C'était un autre mec de 49 ans, lui aussi en pleine séparation, et c'était beaucoup plus logique que j'aille avec lui, en fait. Et donc, on s'est raconté nos histoires, on s'est raconté nos trucs, on est allé surfer ensemble, et c'était très bien. Et fin du game. Et c'est simplissime comme je l'évoque là-dedans, mais c'est ce que j'aimerais transmettre aux gens, c'est, je crois que quand, à la fin d'une journée, il y a un truc dans lequel vous vous sentez pas bien et vous vous sentez misérable et vous sentez que c'est pas aligné avec ce que vous avez envie, cette citation, je l'aime bien, c'est que vous avez beau faire du yoga, vous avez beau faire du sport, vous avez beau boire votre thé matcha, il y a un moment de la journée, il y a peut-être des gens à qui vous pouvez leur dire « va te faire enculer ». Et une fois de plus, c'est ce paradoxe-là, c'est que parfois, pour être en paix avec soi-même, je pense qu'il y a des gens, tu peux leur dire « va bien te faire enculer, tu vis ta vie de ton côté, moi je vis la vie de la mienne ». Toute proportion gardée, c'était juste une nana dans un surf camp que je reverrai jamais de ma vie. Mais je crois que c'est ce que j'aimerais transmettre aux gens aujourd'hui, et c'est ce dans quoi je reviens, c'est cet équilibre à la fois entre la folie de « ok, j'adore créer, j'adore l'état de flow dans lequel me crée la création », mais je sais que ça peut se refermer contre moi et que maintenant j'ai un peu de garde-fou pour me dire pas à n'importe quel prix. Je trouve que c'est une bonne transition pour arriver sur ton livre, parce que ton livre, tu dis que ça a été un livre absolument peut-être le plus dur à écrire, mais le plus actuel pour toi. Et on retrouve peut-être cette... comment tu as mis en fait ton âme, ta personnalité dans ce qu'il est aujourd'hui pour qu'il soit aligné avec qui tu es actuellement. Donc ça, on le retrouve dans l'épisode prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cette première partie t'a plu et que en tout cas la personnalité de Greg a pu t'inspirer à agir, à créer et à devenir acteur de ta vie quelque part. On se retrouve en tout cas dans 2 semaines pour découvrir la deuxième partie sur son livre 8 piliers pour rester jeune. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et tu vas voir, cette interview sera plein de
pépites. Je te laisse en tout cas, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Tu sais que c'est ce qui aide ce podcast à avancer, à évoluer, à se démarquer, à être en croissance, et tu fais partie intégrante de cette évolution de par tes écoutes, mais aussi tes petites étoiles. Je te dis à très bientôt, et oui.